10. Le développement psychosexuel. La contraception. 10. Les gens se racontent des histoires sur la grossesse, sur ce qu'est un enfant. Ces histoires entraînent certains comportements. Les gens qui nous ont précédés ont utilisé 6 types de techniques depuis l'Antiquité. Grand 1. Le comportement pendant l'acte. Il faut étudier les comportements favorisant la conception à une époque donnée. On a pendant des siècles imaginé que la fécondation résultait du mélange de semences femelles et mâles. Les moyens contraceptifs vont porter sur comment ne pas permettre ce mélange. 3 conditions permettent ce mélange. L'homme et la femme doivent émettre tous les deux leurs semences. Ces semences doivent être mélangées. Ce mélange doit être gardé par la nourrice. Comment intervient-on sur ces 3 points-là? Grand A. Ne pas jouir. La femme est censée émettre sa semence de manière parallèle à celle de l'homme, c'est-à-dire en jouissant. Partageant cette idée, les gens vont essayer d'en jouer. Les femmes grecques profitent de cette conviction pour réclamer leur orgasme à leur mari, s'il voulait une progéniture. Si tu veux un héritier, tu dois me faire jouir. Les théologiens et moralistes chrétiens gardent cette conviction. Ils étudièrent ce phénomène de rapport sexuel dans le couple. Ils disent que la femme qui ne jouit pas commet un péché. Il est donc obligatoire de provoquer cette jouissance pour le mari ou pour la femme elle-même. On est convaincu que l'on ne peut être enceinte pour une femme que si l'on ne jouit pas. Un livre de médecine disait que l'orgasme n'était pas vraiment indispensable pour la fécondation. Grand B. Ne pas bouger. Un grand nombre de médecins disent qu'une femme qui se respecte ne doit pas se laisser aller à cette jouissance. Ils disent que la femme frigide, qui n'est pas emportée par son plaisir, pourra concevoir plus aisément car elle retient mieux la semence. Grand C. Ne pas renverser le vase. L'utérus est imaginé comme un récipient ne devant pas être renversé. Chez les médecins arabes, chez les médecins européens, on se pose la question de la position pendant les rapports. Si la femme est au-dessus de l'homme, la semence ne pourra pas être gardée. Cette position sera considérée comme scientifiquement antinaturelle. À l'époque de Molière, au XVIIe siècle, un chirurgien lillois déconseille aux épouses cette posture, capable de causer la stérilité. Enfin, grand 2, le refus de l'acte, l'abstinence. Les plus anciennes références à l'abstinence sexuelle viennent des textes religieux comme la Bible entre autres. Il existe des périodes où l'on ne peut pas avoir de rapport. Ce sont les périodes liées aux règles pour la femme. L'homme doit donc s'abstenir de rapport pendant les règles. Les Grecs et les Romains sont étrangers à ce genre de réflexion sur la sexualité. On voit apparaître le trouble dans les familles de l'Empire romain seulement au IIe siècle. Dans la classe aristocratique se généralise la morale de l'ascétisme. C'est une sorte de dandysme, d'élégance des aristocrates. Des gens comme Sénèque, philosophe de cette époque, disent que la sexualité doit se limiter au rapport fécondant avec l'épouse légitime. Ils donnent comme objectif des rapports dans la première partie du cycle menstruel. La religion chrétienne renforce cette mentalité païenne. Des moments dans le cycle de la femme sont donc considérés par des médecins de l'époque comme plus favorables ou moins favorables à la conception. Le médecin Soranos
estime que l'époque du commencement des règles est à rejeter. Celle où l'écoulement atteint son maximum est aussi à déconseiller, car l'écoulement risque de diluer la semence. Donc la seule période favorable est celle de la cessation des règles. Il y a 2000 ans, on observait déjà une réflexion sur le cycle féminin et les périodes de fécondité ou de stérilité associées.